Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Plan Blanc Santé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec Madame ACI. Oui. Bonjour Madame ACI. Bonjour Elie. Comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Ça va très bien, merci. Madame ACI, merci infiniment de nous avoir invités, en tout cas à venir dans vos beaux locaux. Avec plaisir. Est-ce que nous pouvons commencer cette interview par votre présentation? Très bien, écoutez, merci pour cette proposition. Donc moi, je suis Virginie Assaï. Je suis de formation assistante de service social. Et je travaille à l'association SPES depuis plus de 20 ans, 21 ans précisément. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans le domaine du social et de la santé? Alors, on va dire que en premier lieu, ça a été plutôt la santé qui s'est présentée. C'était un petit peu, c'est un hasard de la vie, on va dire D'accord. ça comme ça. Je vous dirai peut-être après, au fur et à mesure des questions, d'où je viens précisément, mais en tout cas, c'est vraiment un hasard. Et ce qui m'a déterminée, c'est-à-dire que quand je me suis dit « oui, je peux faire quelque chose pour les autres », quelque part, on veut tous marquer quelque chose quand on est de passage. Et je me suis dit, pourquoi pas m'occuper des autres d'une certaine façon, même si j'allais pas être au plus près des patients tout de suite, mais en tout cas, c'était ma première motivation. Et est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur dans votre parcours? Alors oui, puisque moi j'ai travaillé dans les ressources humaines, plus particulièrement dans l'intérim. Et quand je réfléchis à mon parcours, je me suis dit, c'est vrai que rétrospectivement, je me suis dit, je m'occupais plus de la condition des intérimaires, de leur bien-être, que finalement des chiffres et de placer des personnes pour avoir des chiffres, etc. Donc je me suis dit, il y a quand même une appétence, en tout cas pour la condition des personnes et leur bien-être. Et vous faites du coup cette formation d'assistante de service social. Pourquoi cette formation? Alors, déjà, moi, quand je suis arrivée à l'association SPES, j'ai évolué j'ai fait un certain nombre de diplômes et j'ai fait aussi un DU de coordination de réseau en cancérologie à Gustave-Roussy. Puis après, lorsqu'il y a eu la fusion-absorption des Maya et des réseaux de santé, qui sont devenus des DAC, je me suis rapprochée en fait des parcours et j'ai eu quelques situations. Donc à l'époque, c'était Françoise Elien, la directrice, et elle m'a poussée effectivement, et je la remercie, à évoluer en ce sens et à me dire, voilà, il y a cette appétence pour le travail social, fais une VAE d'assistante de service social. Et quelque part, moi, j'avais besoin, même si j'avais ce DU de coordination qui me permettait d'être au plus proche des personnes et de leurs proches, j'avais besoin d'une légitimité, en tout cas, effectivement, d'un diplôme pour me dire, voilà, je l'ai, donc je suis légitime pour travailler auprès des personnes. Et arrive l'association SPES. Comment vous rentrez dans cette association? Alors voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un pur hasard, on va dire ça comme ça. Donc c'est par quelqu'un qui m'a dit, voilà, on recherche une personne au secrétariat, et donc c'est comme ça que je suis rentrée à l'association SPES. Et initialement, quel était votre rôle? Alors mon rôle était, donc j'étais la secrétaire de l'association. Et c'était d'être la première porte d'entrée de l'association SPES, qui était à l'origine un réseau de santé exclusivement soins palliatifs. Donc voilà, de recevoir les appels, de recevoir les demandes des personnes, d'orienter auprès de mes collègues infirmières, et puis de faire des travaux de secrétariat, donc un petit peu à l'instar de ce que font les assistantes de coordination aujourd'hui au sein du DAC. Est-ce que c'est quelque chose de complexe lorsque vous commencez et que vous devez orienter les patients vers les pros de santé? Alors oui, tout à fait, puisque moi j'étais novice dans le domaine de la santé, donc j'avais tout à apprendre finalement. Et je me suis nourrie de toute l'expérience que j'ai pu prendre, que ce soit
au niveau de la direction, Carole, qui est aujourd'hui la co-directrice avec moi, donc je me suis nourrie de son expérience, je me suis nourrie de ce que François Zénien a pu m'enseigner et de ce que les infirmiers ont pu me laisser enseigner aussi. Et puis, j'ai été surprise aussi de ce décloisonnement. Je pense que c'était, une volonté de la part de la direction de se dire, bah voilà, on a tous des fonctions en fait différentes au sein de cette association, mais on partage l'information. Et moi, j'ai été agréablement surprise de voir que une infirmière partageait des Mhm. informations avec moi, un médecin coordonnateur aussi. Et je trouve que c'est ce qui était très novateur. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore sur le devant de la scène. On en est encore à parler de décloisonnement, et déjà à l'époque, Françoise avait dit bah, il faut décloisonner, il faut partager, et moi j'ai été vraiment agréablement surprise par rapport à ça. Donc, vous travaillez en équipe pluriprofessionnelle. Exactement, oui, oui. Donc, vous pouvez être amené à collaborer avec des infirmières, avec des médecins, avec d'autres professionnels Avec du tout le territoire, monde. par exemple. Oui, oui, on est au sein des équipes pluripro, et puis on est amené aussi à partager des informations avec le monde de l'hôpital, on va dire, la ville, les partenaires médico-sociaux, donc avec tout le monde finalement. Madame Assey, qu'est-ce que l'association SPACE? Alors, l'association SPACE, donc aujourd'hui, c'est un DAC, un dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, donc tout âge, toute pathologie sur tout lieu de vie, et une équipe mobile de soins palliatifs territoriale dans le sud de l'Essonne. En fait, on a été labellisé DAC, donc, comme je le disais tout à l'heure, en 2022, donc c'était un rassemblement des réseaux de santé et des dispositifs Maya. Et même si notre ADN propre était un réseau de soins palliatifs, on a été labellisé équipe mobile en octobre 2024. Et ça veut dire quoi, en fait? Comment vous intervenez auprès de la population? Est-ce que euh, moi, si j'ai une pathologie grave, je peux vous solliciter? Oui, bien sûr. En fait, il suffit de nous appeler, tout simplement. On a un numéro unique pour le DAC ou pour l'équipe mobile. Après, en fonction de la problématique, on oriente, nous, en interne, dans nos équipes, si ça relève de l'équipe mobile territoriale de soins palliatifs ou alors de l'équipe du DAC. Tout le monde peut nous appeler. On peut intervenir pour alors on dit bien une situation, puisqu'on intervient auprès d'un patient, mais on intervient aussi auprès des proches qui sont aidants ou non, et qui ont besoin aussi de soutien dans des moments compliqués, quand on a une maladie grave, évolutive, une maladie chronique, et puis aussi quand on a besoin de l'équipe mobile de soins palliatifs, parce que c'est une situation palliative, soit qui est en échappement thérapeutique, c'est-à-dire qu'on arrête soin et qu'il y a des moments critiques à passer, et qu'on a besoin de plus d'intensité au niveau du soutien pour le patient et ses proches. Il y a aujourd'hui énormément de personnes qui sont aidants, Oui. qui se retrouvent finalement en difficulté malgré eux, à prendre en charge un proche qui, son état de santé s'est dégradé. En général, et ce que moi j'ai remarqué, étant donné que je suis soignant aussi, c'est qu'il y a pas mal d'aidants qui n'ont pas connaissance des ressources qu'ils ont à disposition. Comment aujourd'hui un aidant peut être amené à vous contacter, par exemple? Alors, effectivement, donc nous, il peut nous appeler soit parce que le professionnel de santé qu'il a rencontré lui a conseillé de nous contacter. Il faut savoir que les aidants aujourd'hui sont perdus parce qu'il y a de multiples dispositifs qui existent et qui gravitent sur le territoire, et que effectivement les DAC sont là aussi, enfin nos dispositifs sont là pour donner, même si c'est pas toujours évident, puisque nous-mêmes parfois on peut être aussi un peu perdus, mais notre travail c'est d'avoir un éclaircissement sur les parcours de santé. Donc on est là pour donner l'appui, donner les orientations, les informations auxquelles ils ont droit, parce qu'ils ont des droits aussi, et qu'ils ont besoin qu'on les accompagne sur des dossiers sociaux à réaliser, des aides potentielles auxquelles ils ont besoin. Et en tout cas, voilà, nous on essaie de donner la meilleure lecture possible et les meilleures orientations auprès des aidants.
parce qu'il faut savoir que la maladie, quand elle s'invite dans nos vies, elle touche tout le monde. Elle touche la personne elle-même, mais elle touche aussi les patients, les proches, les enfants, puisqu'il y a des enfants aussi qui sont aidants. Je fais juste une petite parenthèse, il y a une association qui s'appelle l'Association nationale JAD, qui est la première association sur le territoire national qui est née en Essonne, à traiter de ces problématiques-là. Donc là, je dirais que c'est plutôt ça concerne tout le monde finalement. C'est une responsabilité, on va dire, individuelle, parce qu'à un moment donné, on sera tous aidants dans nos vies, voire même pluri-aidants, c'est-à-dire qu'on aura la responsabilité et la charge mentale parfois de s'occuper d'une personne proche, plusieurs, malades ou en situation de handicap. C'est vrai que j'avais pas cette... Il y a toute cette dimension qui fait que lorsqu'un proche est touché, oui. Il y a ceux qui sont à côté de ce proche, mais il y a aussi les enfants. C'est vrai que finalement, c'est tout l'entourage qui est touché. Est-ce que vous avez été amené à travailler dans des situations où vous êtes face à une situation assez complexe, hein, où l'association Space, vous ainsi que l'équipe pluriprofessionnelle, est amenée à résoudre certaines problématiques complexes? Oui, tout à fait. Effectivement, bon, moi, avant d'être à la codirection, j'ai été référente de parcours. Et par rapport à mon vécu d'assistante de service social, je suis intervenue dans des situations différentes. Je me souviens d'une situation d'une jeune, on va dire une jeune femme de 45 ans avec une maladie neurodégénérative, Alzheimer jeune, qui avait plusieurs enfants, dont un adolescent qui est scolarisé, qui avait 16 ans, donc qui a grandi depuis, et une jeune qui était en études supérieures, qui s'occupait de toute la gestion administrative. Donc, ce qui est difficile à réaliser, c'est d'instaurer en fait ce climat de confiance avec la personne malade, donc ce qu'on a pu travailler ensemble, elle et moi, et progressivement de lui faire comprendre aussi que son enfant potentiellement aurait besoin d'aide, mais pas, ce que je voulais lui faire comprendre, c'est que ça ne remettait pas en cause sa parentalité, mais que là, elle fallait qu'elle ait un peu de temps pour s'occuper de sa propre santé et qu'elle se décharge mentalement sur certains aspects administratifs que moi je pouvais aider. Donc je lui ai demandé si je pouvais contacter l'assistante de service social du milieu scolaire, ce qu'elle a accepté, ce qui a permis de travailler autour de la gratuité de la cantine, la gratuité à l'accès au transport. Et ainsi, l'adolescent, lui, se disait, au moins je suis pas obligé de rentrer pour m'occuper de ma maman pour lui faire à manger. Je peux rester à la cantine en toute gratuité, ça va rien coûter de plus. Et puis nous, on a travaillé aussi autour d'une aide humaine pour lui permettre qu'elle ne soit pas seule au moment des repas, parce que ça devenait compliqué de préparer à manger pour elle et la laisser seule, voire même dangereux pour elle, parce qu'elle oubliait des choses sur le feu, etc. Donc c'est en tout cas, ce que je veux dire, ce qui est très important comme message, c'est il faut les enfants ou les jeunes qui peuvent être aidants, c'est une place qu'ils ont eue parfois quand même eux-mêmes sont nés, ils ont connu le parent malade. Il faut leur laisser cette place. Nous, en tant que professionnels, il faut qu'on les accompagne à évoluer et à garder leur propre vie, et en tout cas à les sécuriser. Mais en aucun cas, on est là pour les empêcher de faire ce qu'ils font. D'accord, c'est très intéressant. Madame Assey, pour toutes les personnes qui vont regarder cette interview, donc là je parle du grand public, mais également les professionnels de santé et les autres acteurs du territoire, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre l'association Space, le DAC et l'équipe mobile de soins palliatifs? Parce qu'en fait, il y a énormément de pros, j'ai remarqué ça, qui ne savent pas forcément qui est quoi, quelle est la mission de l'autre, jusqu'à quand s'arrête la mission de l'autre, quand est-ce que commence la mission, par exemple, de l'équipe mobile de soins palliatifs,
quand est-ce que l'équipe de soins palliatifs, finalement, ne peut plus agir et qu'il faut laisser la place au DAC? Alors, parfois, c'est plutôt plus l'inverse. Ah, mais on va être un peu plus... je vais essayer d'être claire. Mais c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose qu'on doit travailler encore et toujours puisque les équipes se renouvellent en permanence sur le territoire et que c'est la répétition, l'enseignement, les informations à communiquer, c'est toujours qu'il faut renouveler. Donc l'association SPES en soi, c'est une association loi 1901. D'accord. Qui, à l'origine, portait... c'était le réseau de santé SPES qui était un réseau de soins palliatifs. Donc, on a un ADN ancré, vraiment soins palliatifs. D'accord. Voilà. Donc ça, je vous parle de ça, on va dire il y a une vingtaine d'années quand François Zélien a créé le réseau de santé SPES. Voilà. Ensuite, donc cette association, belle association, porte aujourd'hui un DAC, dispositif d'appui à la coordination des parcours de santé complexes, tout âge, toute pathologie, et l'équipe mobile territoriale de soins palliatifs. Alors, pour autant, effectivement, l'équipe mobile de soins palliatifs intervient dans des situations de soins palliatifs, mais je le développerai après. D'accord. Mais pour autant, on a du soin palliatif qu'on prend en charge au sein du DAC. Okay. En fait, dans la nomenclature, il y a une gradation des soins palliatifs. Donc, dès lors que le soin palliatif, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire on peut être en soins palliatifs, c'est pas forcément les derniers instants de vie, c'est des pathologies qui ne guériront jamais. Donc, potentiellement, des soins palliatifs, tout le monde peut en faire, entre guillemets. C'est-à-dire, un service de soins infirmiers a très certainement dans leur patientèle des personnes en soins palliatifs. Les soins palliatifs, ça ne veut pas dire, encore une fois, la fin de vie. C'est une pathologie qui ne guérira pas. Des maladies qui ne guériront pas. Donc, qui vont potentiellement évoluer ou s'aggraver au fur et à mesure des âges avec des pathologies connexes qui peuvent aggraver les maladies. Et donc, il y a une gradation des soins palliatifs. Dès lors que l'équipe mobile territoriale de soins palliatifs intervient, ce sont dans des situations où la personne malade est dans une phase aiguë de sa maladie, soit par des symptômes d'inconfort, soit parce que y a des discussions anticipées, c'est-à-dire qu'est-ce que je souhaite avoir ou faire au moment de ma fin de vie, ce que je ne souhaite pas, la limitation et arrêt des traitements quand il y a des discussions anticipées sur certaines situations qui doivent être traitées par l'équipe mobile ou l'expertise de cette équipe mobile. Ça peut être aussi la mise en place d'un kit d'anticipation pour tenir 24-48 heures sur des prescriptions anticipées sur un week-end. C'est vraiment du soin palliatif de façon très intensive, on va dire, sur un temps donné. Ça peut être aussi dans un parcours cancéro où il y a une phase aiguë à passer, où l'équipe mobile va intervenir, et puis lorsque la situation est un petit peu plus apaisée, ça revient un petit peu entre guillemets les référents du DAC qui continuent le suivi. D'accord. Voilà. Donc l'association SPES qui comprend du coup le DAC et l'équipe mobile de soins palliatifs. Oui. Les deux comment je pourrais dire ça, les deux missions finalement se complètent. Exactement. En fait, c'est une continuité dans un parcours. C'est-à-dire que sur, on va dire, un seul et même un numéro unique, vous avez un parcours de soins, on va dire, du début jusqu'à ce que y ait soit un décès à la maison parce que c'est le souhait du patient, ou soit une unité de soins palliatifs où là, l'équipe mobile va faire un relais auprès des unités de soins palliatifs, va faire une demande anticipée d'unité de soins palliatifs, et on accompagne de bout en bout le parcours. Et c'est nous, en tout cas, quand nous, on reçoit les demandes, quand les assistantes reçoivent les demandes, en fonction de qui nous sollicite, bien sûr,
quand on a des appels d'une équipe mobile, par exemple de soins palliatifs hospitalières, voilà, on essaye de comprendre, on va étayer les demandes et puis on va voir quel va être le meilleur dispositif à ce moment-là pour intervenir dans le parcours. Ça fait énormément de travail tout ça, non? Oui, 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 bah, c'est pour ça qu'on est une grande et belle équipe. Bah oui, bah oui. Mm. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Vous m'avez dit que vous êtes co-directrice. Oui. Est-ce que ça change quelque chose dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours? J'avoue, oui. C'est vrai? Oui, oui, j'avoue. Bah, en fait, ce qui a changé, c'est que moi, j'aime les gens. Ouais. Mais que ce soit patients, proches, mes Oui. collègues, enfin voilà. Et bon, je suis moins auprès des patients. Ça, c'est vrai que ça manque. C'est vrai? Ouais, ça me manque quand même. Mais j'essaye, en fait, mon rôle auprès de l'équipe, ça va être de les soutenir, en tout cas dans des situations très complexes, et de faire le pont entre les partenaires, le terrain, enfin quand je dis le terrain, c'est auprès du patient et des proches. Voilà, de les aider, les soutenir, et je me mets à leur disposition si besoin, même s'il y a besoin de faire une visite à domicile parce que c'est une situation très compliquée, où ils ont besoin d'un appui ou d'une réunion partenariale où ils ont besoin qu'il y ait aussi un représentant de la direction. Donc là, je me mets à leur disposition. Et puis, il y a la partie relation partenariale où là, je vais aller à l'encontre des partenaires, où on va travailler sur des projets ensemble. Et donc, c'est l'ensemble des partenaires. Ça va être le champ médical, sanitaire, enfin médico-social, pardon, et hospitalier, libéral, etc. Donc, on a des actions collectives, on a un travail commun sur, par exemple, dans le sud de l'Essonne, on organise une journée partenariale sur différents thèmes autour de moments ludiques, parce qu'on se rend compte que les professionnels ont besoin de ces moments de respiration aussi. Ils sont vraiment parfois mis à mal parce que les situations sont de plus en plus compliquées. Et que faut prendre soin aussi de ceux qui prennent soin des autres. C'est vrai. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous êtes en charge de l'opérationnel et des partenariats. Oui. Est-ce que parfois vous êtes amené, je donne un exemple, vous vous occupez d'une situation complexe pour un patient ou un aidant, et est-ce que vous pouvez être amené à solliciter d'autres structures, d'autres associations du territoire pour pouvoir vous aider? Oui, bien sûr, parce que en fait, on est là, on a été créé, enfin les DAC ont été créés pour, en premier lieu, pour donner un appui aux professionnels de santé. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que c'est une complexité ressentie par le professionnel, donc on nous appelle dès lors que le professionnel, quel qu'il soit un petit peu, on va dire, figé dans un parcours de santé, il nous appelle. Et nous, notre travail, ça va être d'essayer de comprendre le parcours, parce que c'est pas parce que on nous sollicite que la personne est née au moment où elle arrive devant nos yeux, enfin entre guillemets devant nos yeux, où là on va étudier un petit peu son parcours dans son intégralité, parce que aussi se rajouter dans un parcours, c'est aussi complexifier ce même parcours de santé. C'est-à-dire que c'est pas parce que nous, on va intervenir que ça va forcément faciliter les choses. Nous, on va plutôt servir de chef d'orchestre, on va dire, et on va solliciter les partenaires extérieurs, parce qu'on n'est pas effecteur, on est censé faire de la coordination et de l'appui. Néanmoins, quand l'offre est en face, est saturée ou est inexistante, on ne peut pas ne rien faire. Donc, on va aider, on va appuyer, impulser ce qui peut être bloquant, quand on peut, bien sûr, parce qu'on n'a pas de baguette magique. Et à ce moment-là, on va dire, tiens, mais je pense à tel partenaire qui a cette expertise-là. Par exemple, je pense à des équipes mobiles santé précarité qui ont cette propre expertise, qu'on va les solliciter, parce que nous, on l'a pas forcément et qu'on a besoin des uns et des autres pour un parcours.
ce qui est important à retenir, moi je dis toujours ça, c'est un petit peu, comment je pourrais dire, familier, mais bon, je le dis quand même, c'est que finalement, le patient, que ce soit SPECS, que ce soit une autre entité, c'est pas important pour lui. D'accord. Ce qui est important pour lui, c'est de dire, OK, je suis malade, je suis seule face à ma maladie, je suis chez moi, je veux rester chez moi, et moi, je veux que ça roule, en fait. D'accord. Et je veux qu'on prenne soin de moi, et que ce qui est important pour lui, c'est de savoir que psychiquement, il va avoir des personnes qui gravitent autour de lui, qui vont s'organiser entre eux, à dire, bon, bah ok, toi tu fais ça, moi je m'occupe de la santé, tu t'occupes du social, et puis ça roule pour la personne, et au moins lui va pouvoir se centrer sur ses soins, sur son suivi, et sur ses propres problématiques de santé, qui sont déjà lourdes à porter parfois. Et quel est votre champ d'action sur le territoire? Donc vous êtes plus au sud? Oui. Et toute la partie nord, c'est pas vous? Non, en fait, on est 2 DAC, donc le DAC, nos homologues du Nord, avec qui on travaille régulièrement sur des projets communs. Donc le DAC Nord intervient au nord de l'Essonne, et nous, on intervient sur 146 communes du territoire. Donc d'un point à un autre, puisqu'on va même jusqu'à Pucet, ça fait environ 150 km de déplacement. On a, c'est vrai, une zone, alors on a, que ce soit au nord ou au sud, on a le même nombre d'habitants. Mais nous, la particularité, c'est qu'on est très étendu. On a quand même pas mal de kilomètres, et avec des zones rurales, semi-rurales, donc une démographie, comme vous le savez, médicale dans le sud, très fortement marquée. Oui. Voilà. D'accord. Madame Essaï, aujourd'hui, est-ce que vous êtes amenée à collaborer avec les hôpitaux? Oui, bien sûr. Est-ce que du coup, vous faites le lien parfois entre la ville, l'hôpital et souvent le médico-social, par exemple? Là, je pense notamment aux EHPAD, Tout à fait. je pense aux foyers d'accueil médicalisé, toutes ces structures-là. Est-ce que vous collaborez avec ce type de structure? Oui, oui. Encore une fois, donc on intervient sur tout lieu de vie. Donc ça veut dire les EHPAD, les foyers d'accueil médicalisés, les maisons maisons d'accueil spécialisées, les squats aussi. Nous est arrivé d'intervenir auprès de gens qui n'avaient pas sans domicile fixe récemment. Les gens du voyage aussi. Donc on intervient partout. On a des liens privilégiés avec les hôpitaux. Alors ça, c'est vrai que c'est aussi grâce à notre ADN de soins palliatifs, où en fait on a déjà des liens très forts avec les hôpitaux du secteur. Et puis, faut dire aussi qu'au sein de notre conseil d'administration, on a un conseil d'administration qui est assez pluriprofessionnel et qui vient du milieu hospitalier libéral, donc des personnes avec qui on a créé des liens forts, et donc qui perdurent aussi sur le terrain. Donc encore une fois, voilà, on intervient sur tout lieu de vie. On a des liens privilégiés avec les EHPAD, puisqu'on a aussi mis en place un travail avec les EHPAD autour de la EHPAD et psychiatrie. On a mis en place ces ateliers pour renforcer les liens avec les EHPAD et la psychiatrie, qui était un petit peu, ce qu'on nous avait dit, c'est un petit peu distendu ces dernières années. Mais donc on est très content de ces rapprochements-là. Et FAMAS IME, Institut médico-éducatif, on travaille aussi sur des projets communs, en tout cas sur, on va dire, on essaie de travailler sur les hospitalisations non programmées, comment aider les urgences à prendre en soin et à accueillir la personne polyhandicapée quand il n'y a pas d'aide humaine possible pour les emmener, les accompagner. Donc voilà, on essaye d'aller recueillir en tout cas les besoins des professionnels, quels qu'ils soient sur notre territoire, et de voir comment on peut au mieux aider à trouver des articulations, en tout cas pour traiter ce fameux décloisonnement ville-hôpital. C'est-à-dire d'essayer de se mettre à la place de tout le monde et de voir comment on peut mieux travailler ensemble, puisque
L'important, c'est de pouvoir partager les informations, mais pour ça, il faut se connaître et puis faut avoir envie aussi de travailler ensemble, et ça, c'est important. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés rencontrées par les personnes accompagnées? Alors, les difficultés principales, c'est le manque de visibilité de l'offre auquel elles pourraient avoir besoin. C'est de la confusion dans leur propre parcours parce que ils se sentent un petit peu abandonnés, je vais dire. C'est-à-dire qu'on leur donne un numéro de téléphone, on leur dit faut appeler ci, faut appeler là. Ils sont vraiment perdus. Le manque d'accès aux soins, c'est-à-dire ça peut être aussi le manque d'accès à un médecin traitant, le manque d'accessibilité pour aller réaliser leurs propres soins parce que ils sont très isolés. Donc voilà, ça va être les principales difficultés pour les patients. Et est-ce que les professionnels de santé ou vous, les pros, vous pouvez être amenés à rencontrer aussi des difficultés? Bien sûr. Alors, en premier lieu, les professionnels de santé c'est aussi pour ça qu'ils nous appellent, vous manquez de temps. De temps pour réfléchir sur le parcours de leurs propres patients. C'est vrai que moi je dis toujours que le luxe que nous avons ici, c'est d'offrir ce temps-là aux professionnels, c'est-à-dire que nous on va voir la temporalité du pas de côté, d'analyser la situation, de bien voir comment on peut travailler sur le parcours, de dire aux professionnels voilà, nous on pense que ce serait favorable d'aller à telle consultation, qu'est-ce que vous en pensez? Toujours référer au médecin traitant qui reste le référent pour le parcours quand il y en a un bien sûr. Et de soutenir les professionnels de santé, infirmiers libéraux qui assurent quand même la plus grande partie de la permanence de soins, faut dire ce qui est, donc de les soulager, de se dire bon voilà, on a prévu un kit d'anticipation pour 24-48 heures pour permettre, dans le cadre de l'équipe mobile de soins palliatifs, donc c'est faciliter ces accès-là. Et puis, pareil, ils ont eu un manque de visibilité de l'offre qui existe, donc c'est aussi assez confus pour les professionnels de pouvoir solliciter le bon interlocuteur. Et puis aussi, on peut dire un manque de décloisonnement entre le social, le médico-social. Enfin voilà, c'est toujours un peu compliqué. Parfois, pour certains professionnels, d'aller solliciter l'hôpital ou le médico-soc, ou puis parce que il n'y a pas la réponse, ou ils sont pas destinataires d'un compte rendu. Enfin voilà, donc tout ça, c'est aussi, on essaye nous de pouvoir faire le lien entre tous les professionnels. Est-ce que vous avez une anecdote dans lequel, de par l'accompagnement que fait l'association Space, vous avez réussi à changer quelque chose auprès d'une personne accompagnée, une personne qui était en difficulté et de par les actions que vous avez menées, ça a véritablement changé sa vie et la vie de son entourage. Est-ce que vous avez une anecdote comme ça à nous donner? Ouais, il y en a plusieurs, mais il y en a une, quand vous me posez la question, je pense à quelqu'un en particulier. Un jeune homme pour lequel on est intervenu, donc j'étais référente de parcours sur le volet social avec un de mes collègues sur un parcours plutôt équipe mobile. C'est un jeune homme qui lui était venu en France pour travailler. C'était son leitmotiv et il avait trouvé du boulot. Malheureusement, il avait appris sa maladie pendant sa période d'essai, donc il n'a pas pu conserver son travail et il a engagé ses soins. Donc lui, il était plutôt dans un parcours de santé, on va dire, curatif. Et puis, donc progressivement, on a suivi ce qu'il a souhaité, c'est-à-dire lui, c'était vivre, c'était avoir des projets, travailler. Et donc, on a travaillé avec lui là-dessus, tout en gardant en toile de fond que c'était une pathologie grave, évolutive,
il était jeune, donc et que ça allait malheureusement probablement aller assez vite. Donc voilà, on a travaillé avec lui sur d'autres projets. Il a continué à faire des entretiens. Il a trouvé du boulot tout en expliquant sa situation. On a permis, en tout cas, on a fait le lien avec l'équipe mobile dans l'hôpital de référence, là où il était suivi. On a organisé un soutien psychologique avec bien évidemment son accord. Hein. On a mis en place des dossiers, le dossier MDPH, la PCH. On a organisé aussi des rencontres avec le CCAS pour qu'ils puissent avoir dans les parcours cancéraux, il y a donc les chimiothérapies provoquent en fait des problématiques cutanées, donc il avait des crèmes qui étaient non remboursées, donc on a pu organiser une aide financière pour pouvoir lui permettre l'accès à ces crèmes, donc la livraison de ses médicaments, donc tout ça, on essayait d'organiser en fait sa vie le plus simplement possible pour que lui n'ait pas à faire d'autres démarches et qu'il puisse continuer à faire ses projets de vie, puisque dans les soins palliatifs et même quand ça relève d'une équipe mobile, il y a la vie et jusqu'au bout. Et puis il a fait son entretien, on a organisé un lien avec l'hôpital en Belgique, là où il a fait sa formation, pour que si jamais il y avait une problématique, au moins il pouvait aller à l'hôpital, il était pris en charge. Quand il est retourné en Tunisie voir sa famille, on a fait le lien aussi, parce que l'équipe mobile aussi sert à ça, sert à organiser, en tout cas nous, ça a toujours été dans notre ADN d'organiser des vacances, des respirations. Donc on va contacter l'hôpital de référence pour créer du lien et dire voilà, en cas de problème, ce monsieur peut se présenter. Donc on a fait pareil avec l'hôpital en Tunisie. On a organisé des hospitalisations quand c'était nécessaire pour régler une problématique, un symptôme d'inconfort, jusqu'à son hospitalisation au moment où la situation clinique s'aggravait et on était sur la fin. Malheureusement, donc ce patient, ce jeune homme est décédé, et on a accompagné sa famille après dans toutes les démarches pour le retour au pays de l'illumination, et puis et le soutien aussi de la famille. Donc en fait, on a vraiment axé l'accompagnement sur son projet de vie jusqu'au bout. On a fait, il devait renouveler ses documents d'identité. Jusqu'au bout, on a fait toutes les démarches comme il le souhaitait, en tout cas pour lui, il n'avait pas envie que ce soit la maladie qui gagne, il voulait continuer son projet. Ça a été une situation qui m'a vraiment marquée. Et il y en a d'autres, hein. Mais c'est de dire que voilà, jusqu'au bout, on organise des projets, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Moi, j'ai eu à travailler dans des services de soins palliatifs. Ce que je trouve assez incroyable, et c'est en parallèle de ce que vous dites, c'est que lorsque on apprend qu'on a une maladie assez grave et que la situation devient assez complexe, parfois on a le sentiment d'être seul. Oui, et je vous rejoins. Le fait d'avoir des professionnels qui sont à côté de vous, qui vous accompagnent même lorsque c'est difficile, qui vous comprennent quand vous dites que vous avez mal, quand vous dites que vous n'êtes pas bien, ça fait quand même du bien. Et ça donne envie de se battre, c'est vrai. Oui. Là où je vous rejoins aussi, c'est que même lorsque une personne qui a atteint de maladies assez graves et que finalement il est amené à partir, l'accompagnement continue parce que il y a la famille à accompagner, il y a énormément de choses à prendre en considération. Bien sûr. Et ça, je trouve ça génial.
Ouais, parce que en fait, je vous rejoins tout à fait dans ce que vous dites par rapport à la solitude. Moi, ce qui m'a toujours frappée dans les situations, c'est, la solitude. Bah, on est seul face à la maladie. Mmh. On est seul, face à nos angoisses, même si on est entouré, même s'il y a des proches. Finalement, moi, ce qui m'a toujours frappée, que ce soit dans des parcours cancérologiques, dans les maladies neurodégénératives, je me souviens d'une femme, qui était isolée. Bon, elle était seule physiquement, mais c'est toujours ce moment de solitude avec la maladie, en se disant: «Bah, c'est à moi seule de me débrouiller avec la maladie, Mmh. et il faut pas que la maladie définisse C'est elle-même la vrai. personne». Et c'est vrai qu'il faut essayer, enfin, c'est pas toujours évident parce qu'on fait aussi avec, ce que l'autre nous donne, nous offre comme possibilité, parce qu'on va chez lui, on va dans son environnement. Et ce qui est important, c'est d'aller avec sa propre temporalité, et en tout cas de laisser la personne diriger, elle-même ce qu'elle souhaite faire, sa vie, puisque, on continue à faire des projets avec elle et à l'accompagner, dans ce qu'elle souhaite, en fait, et c'est ça qui est important. C'est incroyable. C'est incroyable parce que il faut, en tant que soignant, mais également en tant qu'acteur, c'est énormément de courage, énormément de d'empathie, Mmh. énormément d'écoute finalement, heu, une posture finalement qui est orientée vers la personne, vers la famille. Mmh. Parce que vous voyez, hem, moi j'ai eu à alors moi j'ai souvent travaillé à l'hôpital, Mmh. jamais sur le territoire. Le libéral, je connais pas, mais je connais la prise en charge à l'hôpital, et selon moi, et ça c'est dans ma conception de soignant dans les établissements de santé, le service où on écoute, et c'est vrai que j'ai eu à discuter un jour avec un DAC, Mmh. bien que, bon, vous savez, quand on est à l'hôpital, on fait pas souvent attention Oui, à oui, quel acteur vient, bien etc. Mais sûr. j'ai déjà été amené à travailler et à échanger avec les DAC. Et c'est vrai que le seul endroit où, et le seul moment où une personne est véritablement écoutée, c'est lorsqu'elle est en situation de fragilité. Ouais. Et c'est là où les professionnels de santé et les acteurs tels que vous vous asseyez, vous écoutez vraiment la Oui. personne parler. Et encore une fois, sans jugement, parce qu'on arrive dans des parcours de vie où il y a eu des histoires. Des fois, on se dit: «Oh bah, pourquoi les enfants s'occupent pas de leurs C'est parents ou de vrai, leur maman, de leur papa?» Ouais, mais déjà, qu'est-ce qui s'est passé? c'est vrai. En fait, la maladie ne change pas quelqu'un. Mmh, je La suis d'accord. maladie, elle change pas une personne. On va pas changer de caractère, parce qu'on a une maladie, devenir, plus gentil, plus serviable ou autre. Nous, on arrive, à l'instant T, et on fait avec la situation en restant très impartial, en disant: «Bon, bah, si le fils, la fille s'occupe pas de sa maman, de son papa, il y a peut-être une raison, on sait pas, on connaît pas la vie des gens», et c'est de se centrer, voilà, sur la personne et sur ce qu'elle souhaite, c'est tout. On fait avec ce qu'elle nous donne, Mmh, on écoute. Des fois, c'est ça, en fait, on se dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Quelle solution je peux trouver?» Mais des fois, il y a rien à trouver, en mmh. fait. Ouais, je suis assez Des fois, d'accord. il y a absolument Mmh, rien à trouver, il y a juste à écouter, et c'est ça dont les patients ont besoin, le plus besoin, et à la limite, je reviens en arrière, et je pense aussi que les pros aussi ont besoin de ça, mmh. ont besoin d'écoute. Parce que, OK, ils sont le nez dans le guidon en permanence. On peut pas, c'est pour ça on peut pas dire: «Ah ouais», enfin, je donne vraiment des exemples, hein. «Pourquoi l'infirmière libérale a fait ci? Pourquoi il a pas fait ça? Pourquoi le médecin a fait ci? Pourquoi le médecin n'a pas fait ça?» Mais non, on stoppe, on s'arrête. Ils font comme ils peuvent, Mmh. avec, la réalité, de ce qu'on est aujourd'hui, les contraintes, financières qu'on connaît, enfin tout. Ça, moi, j'ai rien à apprendre à personne, tout le monde connaît, les situations, qu'on a aujourd'hui, les pénuries, on va pas en revenir, là-dessus.
Mais c'est ce besoin d'écoute-là, les pros en ont besoin aussi. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce que vous faites, hein, parce qu'il faut le rappeler, c'est pas évident. C'est pas évident de prendre en charge ce type de situation. Hein. C'est notre travail de pouvoir apporter en fait des éléments de réponse sur des parcours de santé qui peuvent être figés pour plein de raisons. En tout cas, voilà, on a une équipe pluriprofessionnelle qui essaye en tout cas de faire au mieux pour qu'on puisse faciliter le parcours de santé des personnes fragiles. Voilà. Très bien. Madame Essaï, j'ai 2 dernières questions pour vous avant de pouvoir terminer l'interview. Oui. Selon vous, quels sont les nouveaux besoins que vous observez sur le territoire en termes de parcours de situations complexes par rapport au parcours de soins palliatifs? Alors, par rapport au parcours de soins palliatifs, on va dire que c'est plutôt par rapport au parcours de santé en général. Comme on l'a dit, un manque d'accès aux médecins traitants, le besoin plutôt aussi d'aller vers, c'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, il y a des personnes isolées, donc qui ont besoin de soins, donc plutôt développer. Alors, on est beaucoup sur la télémédecine, sur les infirmières pratiques avancées qui effectivement qui sont utiles en tout cas sur ces problématiques de pénurie de médecins traitants. Et voilà, c'est plutôt de l'accès aux soins, un accès aussi un peu plus au niveau santé mentale, donc ça c'est important aussi. Et puis, on a de plus en plus de situations avec des polypathologies, des comorbidités associées, de la précarité, donc beaucoup de précarité aussi de plus en plus. On va dire que des besoins, il y en a toujours, mais je pense qu'il faut bien se connaître sur notre territoire et de savoir qui fait quoi, une meilleure lisibilité de l'offre et de savoir que si je contacte tel partenaire, je sais que chez tel partenaire, il y a une personne qui y travaille parce qu'elle a des facilités sur le handicap. Enfin, je donne des exemples. Voilà, c'est de bien se connaître pour aller chercher la bonne compétence, parce que des dispositifs, on a la chance d'en avoir beaucoup, mais il faut savoir tirer les bonnes ficelles. Voilà. Et la dernière question, c'est que faudrait-il renforcer dans les années à venir, selon vous? L'écoute. L'écoute. L'écoute des patients et des aidants. Oui, voilà, l'écoute dans sa globalité. L'humilité. L'humilité, c'est vrai. Dans ce secteur-là, je pense que c'est très important. Ouais. C'est vraiment très important. Je suis assez d'accord avec vous. Voilà. Je suis assez d'accord. Et je pense que plus on tend vers ça, plus il y aura d'écoute, plus il y a d'empathie, et mieux sera la prise en charge. Exactement. Ouais. Merci pour cet entretien qui m'a beaucoup touché, étant donné que moi-même je suis professionnel de santé, et c'est vrai que j'avais besoin d'entendre tout ça pour me rappeler également que on est des êtres humains et qu'on prend en charge des êtres humains. C'est ça. Et il y a des choses qui sont assez importantes comme l'empathie et l'écoute, comme vous dites, mais il y a tout ce qui est autour, les familles. Oui. Il y a énormément de choses à prendre en considération dans ce que vous faites. Et je tiens encore à vous remercier à nouveau pour ce que vous faites sur le territoire. Pour ce temps. Et puis, j'espère que vous allez continuer à aider les personnes en situation difficile. Moi, je vous remercie. Merci de nous avoir donné la parole. Et puis, merci à l'équipe qui intervient auprès des patients et de leurs proches. Très bien. Merci beaucoup, Madame Essaï. Merci. À la prochaine. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.